Bonjour à tous, bienvenue sur cet événement. L'atelier Workelo Réussir son parcours d'onboarding va bientôt commencer. On attend juste quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. À tout de suite. Bonjour à tous, du coup, on va commencer. Alors, bienvenue dans ce premier atelier Workelo qui a pour thème du jour réussir son parcours d'onboarding. Pour faire pourquoi en fait on a créé ces ateliers, il y en aura plusieurs. C'est parce qu'on a à cœur de partager notre expertise avec la communauté RH. Chez Workelo, on a accumulé beaucoup de bonnes pratiques. On accompagne en effet des milliers d'intégrations chaque mois. Et voilà, c'est une connaissance et des bonnes pratiques qu'on souhaite vraiment partager avec vous. Donc pour rappel, Workelo, c'est une plateforme très simple qui permet aux RH de gérer principalement l'onboarding et l'offboarding des collaborateurs en faisant gagner du temps aux RH, en leur simplifiant le quotidien et en offrant aux collaborateurs l'expérience qu'ils méritent à la fois quand ils arrivent et quand ils quittent l'entreprise. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de l'intégration. Donc les règles du jeu de cet atelier, c'est vraiment posez-nous toutes vos questions. Donc le chat est à votre disposition. Et le but de cet atelier, c'est que ce soit interactif et qu'on puisse vous donner des réponses personnalisées, à vos enjeux. Donc voilà, pour le déroulé, Lara va commencer par une présentation qui va reprendre les essentiels vraiment du parcours d'onboarding. Pour rappel, on va dire. Et ensuite, on passera assez rapidement sur la partie échange et questions pour qu'on puisse vraiment échanger et rentrer dans les spécificités de vos parcours d'onboarding ou vraiment vos questions. Voilà, donc je suis Eugénie Collin, directrice marketing chez Workelo. Et aujourd'hui, on reçoit Lara, qui est experte de l'onboarding et qui est Customer Success Manager chez Workelo. Donc concrètement, elle est tous les jours au contact de nos clients et connaît très bien les bonnes pratiques qu'ils ont mises en place dans les différentes entreprises et différents secteurs qu'on accompagne, qui sont très variés. Voilà, et bien écoute, Lara, je te laisse la parole. Merci Eugénie et bonjour à tous. Donc effectivement, l'idée c'était de commencer cette séance avec les 12 essentiels d'un bon parcours d'onboarding. Ce qu'on s'est dit qui était pertinent, c'était de venir découper par grandes périodes d'intégration. Donc on va commencer par des éléments sur le pré-boarding, on va également mettre l'accent sur le jour J, la première semaine et puis les mois qui suivent l'arrivée du nouveau collaborateur dans votre entreprise. Sur la partie pré-boarding, on a voulu synthétiser un peu qu'est-ce qui est important dans le cadre du pré-boarding des nouveaux collaborateurs. Ça va être important, bien évidemment, de les informer et de les rassurer en amont de la prise de poste. Et ça va passer par 3 essentiels. Ça va être attiser la curiosité et stimuler l'intérêt de la recrue. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, commencer à lui partager des contenus sur votre entreprise, sur vos valeurs, une visite virtuelle des locaux, par exemple. Également, pouvoir gamifier l'expérience à travers des quiz pour présenter l'équipe, présenter le manager, d'autres départements de l'entreprise. Commencer à créer du lien, finalement. Un autre élément important, c'est de commencer à répondre aux questionnements du collaborateur. En effet, lorsqu'on rejoint une nouvelle entreprise, on a un certain nombre de questions auxquelles on souhaite avoir des réponses rapidement. Donc, ça peut passer un peu sous format FAQ. Ça va permettre notamment d'avoir des informations sur mes contacts RH, quel est le dress code même pour ce premier jour, ce type d'informations. Et enfin, évidemment, un élément clé, c'est la préparation de la prise de poste. Ce qu'on met derrière ici, c'est la coordination des différentes parties prenantes de l'intégration. Donc, communiquer à la recrue qui va l'accueillir au premier jour,
lui donner une heure et une date de rendez-vous. S'assurer aussi que tout est prêt en termes de matériel, par exemple, avoir commandé le badge d'accès, l'ordinateur. Donc, coordonner de manière générale l'ensemble des parties prenantes et donner de la visibilité à la recrue sur ce qu'il attend dans son intégration. Sur la partie premier jour, donc là, c'est vraiment le feu d'artifice de l'intégration. C'est un moment qui est essentiel. Le but, dès ce premier jour, ça va être de mettre en confiance le nouveau collaborateur et de l'accueillir dignement. Un premier point qu'on trouve vraiment important au vu des expériences avec nos clients, c'est de vraiment briser la glace et personnaliser l'accueil. Personnaliser l'accueil, ça peut être tout simplement identifier quelqu'un pour venir chercher le collaborateur dans l'entreprise, organiser un événement informel de type petit déjeuner par exemple. Dès ce premier jour, on préconise également de d'ores et déjà présenter l'équipe et l'environnement de travail. Donc c'est la visite des locaux, distribuer le matériel pour que le collaborateur se sente opérationnel rapidement. Et puis voilà, organiser également des événements plus formels en présentant les personnes clés. Lara, je t'interromps juste une minute. On va peut-être échanger de micro pour que... Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça devrait être mieux. Super. Donc, sur cette partie premier jour, il y a la mise en confiance et l'accueil, comme je le disais. On a été donc à la présentation de l'équipe et de l'environnement de travail par la découverte des locaux, la distribution du matériel, des événements plus formels pour commencer à rencontrer les personnes clés, leur rôle, leur périmètre. On va également, dès ce premier jour, souhaiter mettre en confiance, et on met vraiment l'accent là-dessus aujourd'hui, et commencer à donner des repères. Donc, ça va être libérer du temps en tant que N+1 de la recrue dans cette première journée, ou à minima assigner un référent ou un mentor qui sera disponible. Commencer d'ores et déjà à donner de la visibilité sur la suite de l'intégration, communiquer un planning, inviter aux réunions internes qui auraient déjà été prévues cette première semaine, donner les accès aux outils de formation, etc. Dans la première semaine, on est sur une autre dynamique, on est toujours autour de la mise en confiance, mais là plus pour guider et vraiment intégrer le collaborateur à son nouvel environnement. La prise en main des outils et processus, notamment qui va permettre une montée en compétences progressive. Ça peut être commencer à lui présenter les outils que vous utilisez au quotidien et sur lesquels il va être amené à travailler. Fixer également des objectifs dès cette première semaine, s'assurer que la montée en compétences, elle va se faire de manière progressive, attribuer déjà des petits sujets en autonomie, pourquoi pas pousser d'autres types de quiz également, proposer des e-learning dès cette première semaine d'intégration. Et ce qui est également important, c'est de renforcer les liens et suivre le bon déroulé de l'intégration. Renforcer les liens, ça va pouvoir être par exemple l'organisation de Vie ma vie, des événements aussi informels, de déjeuner d'équipe, prendre des nouvelles régulièrement en tant que manager si je ne suis pas en contact direct au quotidien avec mon collaborateur. Et ce qui est important également pour suivre le bon déroulé de l'intégration, c'est la collecte de feedback tout au long de cette phase-là, pour d'ores et déjà pouvoir détecter les éventuelles alertes ou signaux sur les difficultés rencontrées, d'éventuels ressentis qui pourraient permettre d'être déjà recadrés pour la suite. Sur les premiers mois, donc en général, et on y reviendra un peu plus tard peut-être dans vos questions, on est sur une période d'intégration qui va être corrélée à la durée de la période d'essai. Donc on est sur 3-4 mois en moyenne chez nos clients aujourd'hui. Sur ces premiers mois, il va y avoir un vrai enjeu de continuer à monitorer et accompagner le collaborateur. Donc là, réellement développer la relation de confiance mutuelle. Ça va être l'organisation d'événements, l'intégration à des communautés, parfois même externes à celles avec qui il est en contact direct. On va également avoir un peu plus de hauteur sur notre parcours, notre intégration. Et c'est là que c'est important de rapidement mettre en place des rapports d'étonnement pour aller chercher des informations qui sont vraiment clés pour améliorer les processus d'intégration suivants ou détecter les alertes, comme dit précédemment. Ces rapports d'étonnement, en général, chez nos clients, on est sur un rapport autour des 100 jours. Donc voilà, c'est déjà un peu de recul. On a 3-4 mois de feedback dans notre entreprise. Et évidemment, sur ces premiers mois, ce qui reste important, c'est la célébration des étapes de l'intégration. Et là, je fais le lien avec ce que je disais précédemment. Donc, par exemple, la validation de la période d'essai au bout de 4 mois ou célébrer les 1 an dans l'entreprise, notamment. En tout cas, marquer le coup. Voilà pour cette rapide introduction avec quelques idées un peu clés sur les essentiels d'un parcours d'onboarding.
Nous, ce qu'on a observé dans le cadre des collaborations avec nos clients, c'est qu'on avait quand même de super résultats quand un parcours d'intégration est rondement mené. On va avoir un impact fort sur la partie rétention et no-show. Alors, c'est assez corrélé, mais sur la partie no-show, c'est vrai que un collaborateur pour lequel vous allez préparer toute une phase de pré-boarding qui va au final, par exemple, ne pas compléter son formulaire administratif, qui ne va pas suivre son parcours que vous aviez dessiné pour lui, ça peut être également une alerte sur une potentielle absence au premier jour. Sur la partie rétention, vous allez avoir, grâce à un parcours d'onboarding bien défini, la possibilité d'accompagner la montée en compétences, de récolter du feedback assez régulièrement pour que le collaborateur se sente mis en valeur, compris, écouté, et ça a un impact également. Sur la montée en compétences, la mise à disposition des outils, bien sûr, la mise à disposition d'e-learning assez rapidement dans le parcours permet également d'accompagner votre collaborateur et de vous assurer qu'il est opérationnel sur son poste rapidement. Et puis, un autre indicateur également d'engagement du collaborateur dans votre entreprise, c'est le NPS, donc le Net Promoter Score, qui va aussi permettre d'évaluer de manière générale l'expérience et de se rendre compte de si on a un engagement qui est plutôt fort ou moyen et de venir ensuite, sur la base des feedbacks récoltés, mettre en place des actions. Et effectivement, une bonne pratique que pas mal de clients mettent en place aujourd'hui sur la partie marque employeur, c'est qu'ils vont communiquer sur leur processus de pré-boarding et d'onboarding dès les phases de recrutement pour notamment mettre en avant le fait que quand vous rejoignez notre entreprise, vous êtes accompagné et on a quelque chose de prévu pour vous et c'est vraiment vous qu'on souhaite dans notre entreprise. En synthèse de cette partie, pour un parcours d'intégration réussi, qu'est-ce qu'il faut finalement ? Ce qui est important, ça va être d'impliquer les différentes parties prenantes. Donc aujourd'hui, vous avez assez de recul, assez de matière auprès des managers, des recrues qui sont arrivés dernièrement dans votre entreprise pour vous permettre de commencer à collecter les points où il y a parfois des loupés éventuels et également les réussites pour pouvoir constituer un parcours. Également, prioriser les actions simples avec effet wow. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des petits éléments, des petites attentions qui sont très faciles à faire. Par exemple, pour le manager de contacter la recrue avant son arrivée, lui envoyer un SMS ou autre pour lui dire qu'on a hâte de le retrouver dans l'équipe, etc. Ça peut être des éléments qui vont tout de suite faire mouche auprès du collaborateur. Capitaliser sur l'existant, et ça, on n'en doute pas. Sur les dizaines de clients que j'ai accompagnés, il y a toujours des choses qui existent. Que ce soit un livret d'accueil, que ce soit des éléments de process RH, une FAQ, des questions récurrentes, etc. qu'on vous pose. Tous ces éléments-là existent. Ce qu'il faut donc maintenant, ça va être coordonner l'ensemble de ces éléments pour en faire un parcours d'intégration. Et une autre bonne pratique qu'on aime bien partager avec nos clients dans le cadre des accompagnements qu'on va délivrer, c'est de commencer simple et de faire évoluer le processus. L'idée, c'est d'être sur un process qui est itératif finalement. Vous allez tout au long des intégrations que vous allez réaliser, récolter du feedback en continu. Et c'est important de prendre en compte ces différents retours pour faire évoluer le process et atteindre au fur et à mesure votre processus d'intégration idéal. Merci beaucoup Lara du coup pour ces essentiels, ces piliers du parcours d'onboarding. Donc c'est évidemment quelque part la base et on peut y rajouter plein de choses, mais déjà si vous avez tous ces éléments-là, vous vous assurez un parcours réussi. Et si vous voulez encore plus de détails sur les bonnes pratiques qu'on vous propose, vous pouvez donc télécharger notre checklist pour un onboarding idéal. Le lien est dans le chat. Vous aurez donc encore plus d'idées et de détails sur le process à mettre en place. Mais maintenant, donc, on va rentrer dans la partie questions et échanges. Donc, l'objectif maintenant, c'est de rentrer dans vos questions un peu plus spécifiques. Donc, parlez-nous des enjeux auxquels vous faites face actuellement. N'hésitez pas à nous parler du parcours d'onboarding que vous avez peut-être déjà en place, mais sur lesquels vous vous interrogez. On a la chance d'avoir une experte aujourd'hui, donc profitez-en. Et on peut vraiment échanger sur tous ces sujets. Donc, je vous laisse poser vos questions dans le chat directement. Et peut-être, je vois que vous commencez à taper, mais j'en profite aussi pour introduire des questions qui nous ont été posées en amont du webinaire. L'une d'entre elles, c'était quelle est la durée idéale du pré-boarding
et ensuite de la phase d'onboarding une fois qu'on est dans l'entreprise? Sur cette question de durée idéale, elle est en effet très récurrente. C'est une des premières questions qu'on a lorsqu'on accompagne un nouveau client dans la construction de son parcours. En général, c'est une durée qui va pouvoir différer selon les populations, mais voilà, on peut trouver aussi une règle assez commune. On va être sur 1 mois avant l'arrivée au minimum pour commencer à récupérer les premiers éléments. Donc, on a une phase de pré-boarding qui va durer en général 1 mois. On va être sur de la récolte d'infos administratives pour se débarrasser de ces tâches assez rébarbatives du premier jour. On va être aussi sur un certain nombre de contenus qui vont pouvoir être cadencés sur ces 4 premières semaines. Sachant que voilà, sur des populations terrain, on peut être effectivement sur des timings un peu plus courts. Donc là, ça peut arriver d'avoir un démarrage plutôt 1 semaine avant l'arrivée du parcours. Voilà, c'est du short notice, c'est d'autres populations. Sur la fin du parcours, comme je le disais dans la présentation, on est en général corrélé à la fin de la période d'essai, qui va se conclure par un rapport d'étonnement à 100 jours. Donc, on est sur 3-4 mois d'intégration. On a quand même certains clients qui vont choisir de pousser l'expérience jusqu'à 1 an, notamment pour marquer le coup et célébrer, comme je vous le partageais tout à l'heure. Merci Lara. On enchaîne avec la question de Marie-Laure. Comment convaincre notre direction de l'importance de l'onboarding? Vaste question. J'introduis peut-être en revenant à la slide précédente sur les résultats d'un parcours d'onboarding réussi. Je pense que voilà, en introduction, il y a des chiffres qui parlent et des impacts très directs de la mise en place d'un parcours complet, suivi. Est-ce que peut-être, Lara, tu veux aussi ajouter des éléments? Oui, bah alors c'est sûr qu'il y a une partie chiffrée qui va être très importante. Malheureusement, vous n'avez pas forcément l'information avant même de lancer le projet, donc il y a aussi cet enjeu-là qui va être important. Ce qui est assez sympa avec une solution comme Workelo, c'est qu'on va quand même récupérer du feedback très tôt dans l'expérience du collaborateur. Donc vous allez assez rapidement pouvoir, et je rebondis sur la question de Morgane, récupérer des éléments de NPS, de mesures de satisfaction et de mesures d'engagement qui vont venir ensuite appuyer du coup l'importance du projet. Sur cette partie NPS, justement, c'est le Net Promoter Score. C'est un indicateur qui est très important dans le monde du SaaS notamment. Aujourd'hui, nous, on a un NPS qui est vraiment au rendez-vous, qui varie un peu selon les clients, mais en tout cas, qui, pour information, pour vous donner un peu une référence, le NPS, qu'est-ce que c'est? C'est demander au collaborateur, à un moment dans son expérience sur la plateforme, est-ce qu'il recommanderait le parcours à d'autres collaborateurs? Donc, sur une échelle de 1 à 10, il va donner une note. On va en tirer des détracteurs et des promoteurs. Et cette moyenne-là va permettre d'établir un score. Aujourd'hui, en moyenne, dans le monde du SaaS, on est sur un NPS au-dessus de 35 et qui est considéré comme excellent. Chez Workelo, aujourd'hui, on est entre 55 de NPS et 65. Quoi. Peut-être aussi pour compléter, c'est de manière aussi plus générale, c'est un outil de mesure de satisfaction de l'expérience collaborateur qui est aussi utilisé de manière de plus en plus globale pour arriver à capter le niveau de satisfaction et d'engagement des collaborateurs et pour suivre s'il y a des ajustements à faire en termes de politique RH, en termes de management, etc. Et quelque part, pas uniquement sur l'onboarding, mais dans ce cas-là, on l'utilise beaucoup sur la partie onboarding. J'enchaîne avec la question de Chloé. Ouais. Comment réussir à tenir à jour la documentation en entreprise? En effet, ça prend du temps. Là-dessus, une bonne pratique, et c'est aussi une question récurrente, il y a la partie, bien sûr, design de la plateforme et back-office qui vous permet de le faire de manière très simple, mais si on s'éloigne un petit peu de l'outil que vous allez mettre à disposition, aujourd'hui, ce qu'on fait régulièrement quand même avec nos clients, ça va être des redirections vers des intranets ou autres éléments où la donnée est finalement mise à jour, ce qui permet en effet de ne pas se retrouver avec des choses obsolètes dans le parcours qui peuvent demander sinon un peu de maintenance s'il faut reproduire un contenu à chaque fois qu'il est actualisé sur la partie chiffres par exemple ou autre. Donc là-dessus, la bonne pratique, c'est d'avoir en effet un endroit où l'information est à jour et de permettre de faire des ponts puisqu'en fait Workelo finalement va vous permettre de ne pas laisser le collaborateur naviguer tout seul dans son intranet, mais vraiment lui mettre en avant les éléments qui sont clés pour comprendre comment son entreprise fonctionne, etc. Donc faire des sortes de highlights, on va dire. Et pour conclure sur le sujet, je pense qu'effectivement, le digital, c'est vraiment l'outil clé pour réussir à garder tous les documents à jour
être flexible et toujours à jour sur le contenu. La question d'Emma, comment gérer une journée d'intégration? Alors, sur cette partie journée d'intégration, le vrai challenge, ça va être de bien combiner la partie physique et digitale. En tout cas, c'est toujours l'élément qu'on va rencontrer comme questionnement avec nos clients. Sur la partie du coup mixte de ces deux mondes-là qui vont vivre en parallèle, nous, en général, on va quand même permettre de d'ores et déjà partager le planning de ce premier jour à la recrue. Donc, par exemple, en amont, prévoir les différents rendez-vous qui sont prévus sur cette journée, lui indiquer combien de temps ça dure, comment est-ce que ça va se dérouler finalement avec un déj d'équipe au milieu ou quelque chose comme ça. Ça va être aussi l'occasion dans la plateforme, en parallèle d'un potentiel d'une plénière ou d'un mot du directeur selon les entreprises, pousser également ce type de contenu-là dans Workelo directement et surtout, en fin de journée, de venir récolter les premiers feedbacks sur cette journée d'intégration pour permettre d'avoir quelque chose vraiment sans couture entre l'expérience physique et l'expérience digitale. Aujourd'hui, on a, je pense, 50% de nos clients qui vont faire une journée d'intégration dédiée et les autres qui vont avoir des intégrations vraiment au quotidien. Donc, ça dépend également de la volumétrie et des pratiques de l'entreprise. Et pour rebondir aussi sur ce sujet, je pense qu'un des gros challenges, c'est aussi de coordonner tous les acteurs de cette première journée. Et en général, ils sont nombreux. Il y a les managers, il y a souvent peut-être un directeur qui va intervenir, etc. Et ça, c'est très important que ce soit bien coordonné, bien planifié, anticipé. Et Workelo peut vous accompagner du coup dans cette mise en relation des parties prenantes. Et pour continuer donc avec la question de Chloé sur ce sujet du premier jour, comment éviter la longue liste de réunions, de présentations un peu ennuyantes parfois. Là-dessus, ce que je dirais, c'est que l'important aussi, c'est d'avoir un parcours cadencé et progressif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu épuisant si dès le premier jour, on balance toutes les informations. Ça fait beaucoup. Donc, je pense qu'il y a une question d'envoi progressif des informations, avant même l'arrivée dans l'entreprise, et ensuite au fur et à mesure des premiers jours. Est-ce que Lara a d'autres éléments sur le sujet? Non, ça rejoint à ce qu'on disait précédemment, où effectivement, là, il y a peut-être un enjeu de venir digitaliser déjà de certains éléments et de les mettre à disposition peut-être qu'au 2e jour, 3e ou 4e jour après l'arrivée, et pas du coup de tout cadencer sur cette première journée-là. C'est vraiment aussi la force de l'outil. Enfin, je pense que vous l'avez déjà vécu dans vos expériences respectives. Mais voilà, quand on nous donne un livret d'accueil imprimé d'une 50aine de pages au premier jour, c'est pas à ce moment-là qu'on va vraiment prendre connaissance. Donc ça, c'est des choses qui méritent d'être étalées dans le temps et d'être surtout partagées au bon moment. Ma prise de congé, c'est pas forcément une question que je me pose le jour J. Ça peut être au bout de la première semaine qu'on se la partage, par exemple. Et il y a aussi un vrai sujet, je pense, d'animation des premiers jours, premières semaines, dans le sens où la recrue ne va pas directement avoir des premières missions. Et parfois, sur la première semaine, il peut y avoir des temps de blanc, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, c'est justement le moment sur les premiers jours pour proposer différents contenus de plus en plus détaillés. Ça peut être au début des présentations sur l'entreprise et ensuite rentrer plus dans le détail des missions, du métier, du département. Donc, on a une question de Sophie sur la pertinence du rapport d'étonnement et sur la possibilité que les réponses ne soient pas forcément transparentes. C'est une vraie question. Alors, il y a plusieurs alternatives. Déjà, il y a une question de à qui est-ce qu'on donne l'information, les résultats, les réponses obtenues dans ces rapports d'étonnement. Il y a en effet une question de situation, si on est plutôt sur la sellette en termes de période d'essai ou si on est déjà confirmé, on ne va pas avoir la même approche aussi pour remplir ce rapport d'étonnement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va mettre avec certains clients en place, c'est plutôt des retours d'expérience anonymisés qui vont permettre d'avoir la collecte d'informations, plutôt la quantitative pour établir des moyennes ou qualitatives avec quelques verbatims qui vont ressortir. Ça permet en effet de libérer la parole d'une certaine manière. Après, il y a aussi une question, je pense, d'échéance. Il peut y avoir un rapport d'étonnement à 100 jours. On est encore en phase de période d'essai qui va être un peu différent. Et pourquoi pas pousser à 6 mois pour s'assurer de ne toucher que les collaborateurs qui resteront, qui seront confirmés chez vous, qui auront peut-être là un peu plus de liberté aussi. Et enfin, le rapport d'étonnement, donc il y a la possibilité de le récolter par écrit, bien évidemment, dans la plateforme, mais vous avez aussi la possibilité d'organiser ça de manière
un peu plus disons, informelle dans le cadre d'un point tripartite ou uniquement avec le RH ou uniquement avec le manager, pour être plus sur une discussion et en tout cas, voilà, peut-être à l'issue, se mettre d'accord un peu sur les outputs de ce point-là qui peut être mis en place. Merci Lara. On a ensuite une question de Marie-Laure. Quel est le budget moyen pour la mise en place d'un processus d'intégration? Je vais peut-être commencer avec quelques éléments. Je pense que tout dépend quelque part de ce que vous souhaitez mettre en place, parce que ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est, disons, voilà, les essentiels du parcours, qui quelque part peuvent être mis en place de manière assez simple, assez rapide et peu coûteuse, dans le sens où il y a beaucoup d'éléments que vous avez déjà à disposition, et que finalement la réussite d'un parcours, c'est aussi un vrai travail de coordination. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a le budget que vous choisissez d'investir, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte par ailleurs, c'est le coût que représente un onboarding raté. On estime à peu près à 7 000 € par recrutement. Vous savez, donc, particulièrement en ce moment, dans ce contexte de guerre des talents, et même de manière générale, un recrutement c'est très coûteux et chronophage. Donc, rater un onboarding et perdre une recrue avant même son arrivée ou au bout des premières semaines, c'est extrêmement coûteux. J'enchaîne peut-être avec d'autres questions qu'on avait reçues en amont, notamment pourquoi assigner un buddy ou un parrain à la recrue qui arrive dans l'entreprise? Alors, sur cette partie buddy, alors c'est souvent une volonté forte de le mettre en place et nous là-dessus, évidemment, on le préconise également. En fait, à la différence d'un manager, et peut-être qu'on peut parler plus largement des parties prenantes qui sont impliquées dans l'intégration, on va avoir évidemment un référent sur la partie RH. On peut avoir aussi, selon les types d'entreprises, un référent sur la partie administrative, un N+1, bien sûr, qui sera impliqué dans le parcours d'intégration. Mais là où le rôle de buddy est vraiment différent et d'une certaine manière complémentaire, c'est que son rôle qui est clé est lié à l'absence de lien hiérarchique en général avec le collaborateur qui rejoint l'équipe. Donc, ça permet notamment d'avoir des moments d'échange plus informels. Donc, c'est quelque chose que nous, on plébiscite aussi et qui est souvent très apprécié. On l'a d'ailleurs même en place aujourd'hui chez Workelo et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien et que nous, on recommande. Et je pense que ce qui est aussi important dans le parcours d'onboarding, Lara l'a dit, c'est de rassurer parce qu'il y a toujours des inquiétudes quand on arrive dans une nouvelle entreprise, etc., c'est une phase de changement. Et c'est une personne avec laquelle on va pouvoir poser les questions qu'on n'ose pas toujours poser d'emblée à son manager. Donc voilà, ça rassure aussi les recrues. On enchaîne avec une question sur la manière d'identifier les gens en décrochage. Vaste question également, et les définitions sont nombreuses. Qu'est-ce qu'un collaborateur en décrochage? On en a parlé rapidement sur la partie un peu bilan, pourquoi mettre en place une solution d'onboarding. Mais c'est vrai que ça va avoir un impact avant même l'arrivée du collaborateur en entreprise. C'est par exemple un indicateur, comme je le disais, sur un collaborateur qui n'avancerait pas dans son parcours d'intégration, que vous avez vous-même relancé à différentes reprises et via différents canaux, qui peut être un indicateur certain. Ça, on le voit pas mal sur les populations, services clients, etc. Donc, c'est un vrai enjeu chez certains de nos clients d'agir sur cette partie décrochage no-show avant l'arrivée. Sur la notion de décrochage de manière plus large, on va avoir différents indicateurs pour se piloter et différents types d'alertes. Nous, on va identifier en général ces éléments-là dans le cadre de l'accompagnement au tout début du lancement de Workelo. Donc sur la partie engagement, la partie satisfaction, et on va avoir directement dans notre outil des alertes paramétrées pour permettre d'identifier ces personnes-là et de mener certaines actions. Donc c'est vraiment un vrai point d'importance. Si on a un collaborateur qui se connecte à l'outil, qui ne s'est pas reconnecté depuis 7 jours, qui a des actions à faire et qui est toujours à 0%, etc., un certain nombre de combinaisons de notions de ce type-là vont permettre d'identifier les collaborateurs en décrochage. On enchaîne avec la question de Sarah. Quelle est la to-do du buddy? Alors, la to-do du buddy, en général, elle est assez light. C'est surtout quelqu'un qui a le mérite d'être informé, ce qui n'est pas toujours le cas avant l'arrivée du collaborateur qui va être parrain de quelqu'un et qui va avoir du coup un certain nombre
voilà, d'accompagnement potentiel à mener. En général, ça tourne autour quand même de la prise de contact en amont, de se signifier auprès de la recrue, si vous voulez, et également d'organiser des événements, disons, informels de type un déjeuner, un café, etc. Ça tourne pas mal autour de ça, quoi, autour de l'informel. Aujourd'hui également, ce sur quoi nous, on va axer pour pouvoir encore mieux accompagner les buddies, mais ça concerne aussi les managers d'une certaine manière, ça va être de permettre dans le parcours voilà, de travailler ensemble sur une sorte de guide des bonnes pratiques aussi qu'on va pouvoir pousser aux collaborateurs. Donc, quelles sont les bonnes pratiques en tant que parrain, buddy, en tant que manager, par exemple. On est sur des actions de ce type-là. Donc, effectivement, c'est des moments informels et je pense que ce qui est aussi important, c'est d'avoir un peu un suivi. C'est-à-dire que je pense particulièrement pendant la première semaine, il va y avoir la rencontre, peut-être la visite des locaux avec le buddy ou un premier café. Et ce que font aussi certains de nos clients, c'est que le buddy aussi, peut-être un mois après, va faire un déjeuner avec la recrue pour voir comment ça se passe, etc. Donc c'est bien qu'il y ait aussi ce côté suivi. Et on reste sur ce sujet de buddy. Gabrielle demande comment motiver les collaborateurs à devenir buddy. Peut-être pour lancer le sujet, je pense qu'il y a un sujet d'accompagnement. Je pense que tout simplement, déjà, il faut leur donner les clés sur qu'est-ce que c'est qu'être buddy, comment faire, entre guillemets. Et c'est finalement des conseils très simples. C'est voilà, dédier un petit peu de temps à sa rencontre et ensuite à la prise de nouvelles un peu régulières. Lara, est-ce que tu as d'autres éléments? Non, il y a ça. Après, il y a une autre technique qui a été mise en place par un client particulier auquel je pense. Ils vont identifier en amont, par exemple, sur des périodes mensuelles, une liste d'une quinzaine de buddies potentiels qui vont ensuite être de manière un peu aléatoire en fonction de certains critères, renseignés en tant que buddy du nouveau collaborateur qui arrive. Ce qui permet aussi de s'assurer que ça tourne, parce que souvent, c'est aussi la problématique qui est rencontrée, c'est que voilà, il y a des personnes qui vont être effectivement plus enclines à se proposer comme buddy et d'autres moins. Et nous, c'est vraiment voilà, ce qu'on a voulu mettre en place avec ce client, par exemple. Après, ce qui est important, c'est vraiment au niveau du lien hiérarchique, et ça, c'est ce que je vous partageais tout à l'heure, où l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas pour pouvoir justement construire une relation de confiance mutuelle et pas avoir de crainte sur ce sujet. Et pour enchaîner aussi, faire bien avec la question de Morgane, Morgane, avec laquelle tu as commencé à répondre, pour les identifier, je pense qu'il y a aussi un sujet potentiellement de matching un petit peu, puisque beaucoup de nos clients, dans leur parcours, envoient des petits quiz ou des questionnaires à leurs recrues pour en apprendre un peu plus sur elles, donc savoir un peu quels sont ses centres d'intérêt, etc. Et après, voilà, quelqu'un qui est intéressé par le tennis, on va pouvoir le matcher plutôt avec Mathieu qui fait du tennis aussi, pour que quelque part, il y ait déjà ce premier intérêt commun qui permet aussi de briser la glace, toujours dans l'optique de rassurer et de créer du lien. C'est vrai, c'est un élément qu'on n'a pas forcément évoqué aujourd'hui, mais qui est quasi systématique dans les parcours d'intégration qu'on va mettre en place et qui fonctionne très bien. C'est la partie portrait de présentation. On a parlé beaucoup de récolte de feedback, mais il y a aussi le fait pour le collaborateur de pouvoir se présenter en amont de son arrivée pour briser la glace, comme on le disait tout à l'heure. Et donc ça, on le met quasi systématiquement en place. C'est une sorte de portrait chinois. Donc voilà, si j'étais un instrument de musique, je serais. Si j'étais un parfum de glace, je serais, etc. Qui est ensuite automatiquement partagé potentiellement soit au manager, soit au buddy, et qui ensuite peut avoir une action, par exemple, de le partager à l'équipe en interne, de prendre contact sur la base des éléments renseignés, et qui va aussi permettre potentiellement, comme le disait Eugénie, d'identifier après la réponse à ce questionnaire quelqu'un qui pourrait matcher. Et pour rebondir sur ce sujet, du coup, c'est effectivement important que la recrue voilà, se présente déjà via des éléments plus informels à son équipe. Et c'est aussi un des objectifs du parcours du pré-boarding et d'onboarding, c'est de permettre à la recrue aussi, un petit peu en amont, de commencer à apprendre à connaître ses collègues. Donc, il y a parfois des clients qui utilisent une petite vidéo du manager ou des petits paragraphes de présentation des collègues pour voilà, déjà commencer à briser la glace et aussi donner envie de rencontrer ses collègues lors des premiers jours. Et j'enchaîne avec une question qu'on nous avait aussi posée en amont. Lara, qui sont les personnes à impliquer principalement dans le processus d'onboarding? Alors, ça fait un peu le lien avec ce qu'on partageait tout à l'heure, les différentes parties prenantes. Donc, on a bien parlé du parrain.
On a donc, comme je le disais aussi, un référent sur la partie RH qui va être plutôt en charge du suivi, du bon déroulement du parcours. On va avoir aussi quelqu'un en charge de la collecte de l'administratif qui va avoir aussi des actions dédiées et spécifiques, que ce soit la vérification, le téléchargement ou l'envoi du dossier, par exemple. Le manager qui a également un rôle clé sur les aspects opérationnels de suivi, de la montée en compétences, etc. Donc comment responsabiliser les managers tout en les déchargeant aussi grâce à un parcours d'intégration qui a été pensé avec et pour eux. La partie parrain, on en a parlé, on est plus sur de l'informel. Voilà. Et puis, on a bien sûr, on oublie parfois, mais un ensemble de services, disons, support qui peuvent être impliqués dans le parcours d'intégration. Et là, je pense notamment aux services informatiques ou aux services généraux dans certains cas, notamment pour la commande du matériel, la préparation des équipements, s'il faut commander un certain nombre de badges, d'accès à la cantine, etc. Ouvrir les accès aux outils aussi. Et tous ces éléments-là vont permettre, grâce à la coordination qu'on peut mettre en place dans l'outil, de délivrer un parcours d'intégration réussi. Donc, il ne faut pas mettre de côté aussi cette partie support qui est très importante. Parmi les autres questions que j'avais aussi reçues, c'était est-ce que la gamification ou comment la gamification peut permettre d'améliorer l'engagement du collaborateur lors de son parcours et s'assurer que vraiment il va au bout. La gamification, elle se traduit par différents éléments aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un parcours d'intégration, ça ne peut pas être que de la to-do list avec des cases à cocher et du déclaratif, j'ai fait ci, j'ai bien fait ça, etc. Ce qu'il faut, c'est introduire quand même une notion d'interactivité dans vos parcours. Typiquement, nous, ce qu'on aime bien mettre en place, surtout sur les phases de pré-boarding, qui sont à nurturer d'une certaine manière, ça va être de pousser certains contenus qui vont se suivre par différents quiz pour venir challenger la bonne compréhension de la recrue sur les éléments qui lui ont été partagés, par exemple dans son livret d'accueil, sur les chiffres clés, sur l'implantation géographique, etc. Et ça vient là vraiment donner du sens sur le fait d'avoir consulté ces documents et vous assurez aussi que il y a une compréhension qui est mutuelle, que ces éléments ont bien été partagés. Tout ça permet en fait d'avoir une expérience qui va combiner des éléments un peu plus chronophages comme l'administratif avec des éléments vraiment ludiques, expérientiels. En tout cas, nous, c'est notre vision de l'intégration aujourd'hui, de célébrer tous ces moments-là avec des quiz, pourquoi pas des défis aussi qui ont déjà été mis en place entre recrues, avoir rencontré toutes les personnes de son service au bout de 2 semaines, etc. C'est des choses qui viennent vraiment, là encore, mélanger le physique et le digital et faire un parcours digital finalement qui marche bien. Alors, il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à nous parler de vos challenges autour de l'onboarding. Et une question qu'on va aussi adresser, qu'on a souvent, c'est est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place un kit de bienvenue ou une welcome box et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Alors, sur la Welcome Box, ça dépend un peu aussi de la maturité du processus parce que ça peut sembler peut-être un peu secondaire. En réalité, aujourd'hui, cette Welcome Box, elle va être hyper appréciée. Indépendamment de ce qu'il va vraiment y avoir dedans, ce qui est important, c'est que le collaborateur va se sentir attendu. Il va voir que des éléments ont été préparés en amont de son arrivée aussi pour l'accueillir et lui permettre de faire partie de l'entreprise. Alors, il y a des éléments de type goodies, par exemple. Une tasse, un carnet, un pull, un tote bag, etc. Ça, je suis sûre que vous ne manquez pas d'idées. Ce qui est important, par contre, c'est la coordination et s'assurer que, du coup, toutes les personnes identifiées puissent en bénéficier. Et que la recrue se sente attendue avec ce petit kit. Donc là-dessus, il n'y a pas de règles. En tout cas, ça tourne souvent autour des goodies différents et puis des parties plus équipement, même parfois, une souris d'ordinateur ou des choses comme ça. Et Emma demande, est-ce que c'est un sujet pour les startups ou toutes les entreprises? Je ne sais pas si ça concerne uniquement la Welcome Box ou l'onboarding, mais je pense que dans les deux cas, c'est un sujet pour les deux. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Lara. Particulièrement, je pense, aujourd'hui, en cette période de guerre des talents, où la rétention, la fidélisation est un gros sujet. Il faut vraiment intervenir dès l'onboarding dans toutes les entreprises pour s'assurer que ça fonctionne, quoi.
Ensuite, donc Sarah, je dois harmoniser l'onboarding sur les différentes entités mondiales de mon entreprise. Avez-vous des conseils? Là-dessus, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un peu deux types de stratégies. Aujourd'hui, si on a besoin d'homogénéiser, il va falloir forcément à un moment passer par un socle de parcours qui va constituer la base commune à l'ensemble de vos recrues. Et là, je rebondis sur un point précédemment cité sur l'implication des différentes parties prenantes. En général, il y a des projets de ce type-là qui sont menés en amont de notre intervention ou en lien avec nous. On va être amené aussi à animer des ateliers, par exemple, pour permettre de réfléchir tous ensemble sur les différentes problématiques de qu'est-ce qu'un parcours d'intégration socle idéal. Là-dessus, je pense que vraiment, c'est d'impliquer les différentes personnes référentes, de décider aussi de s'accorder sur quelque chose et de laisser, dans un second temps, la flexibilité. On commence, et ça rejoint aussi un autre concept, mais l'itératif, c'est vraiment important dans les parcours d'onboarding parce que ça peut paraître vraiment une montagne à franchir et en fait, vous avez de l'existant et ce but-là, ça va être vraiment de le traduire dans un outil qui va vous permettre de coordonner tout ça pour, dans un second temps, venir décliner un parcours socle selon des distinctions de métiers, de pays, de départements, de types de postes, de sites, etc. Tout ça est possible, bien sûr, mais il faut avoir en tête que c'est pas l'objectif de la V1 et ça, il faut le communiquer en interne, que nous, on travaille sur un socle, harmoniser les process, c'est notre enjeu. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Lara pour tes conseils et merci à vous tous pour toutes vos questions. Et pour conclure, vous le savez, la rentrée arrive, donc j'imagine que vous avez sans doute des recrues qui arrivent. Je pense que pour être prêt à accueillir vos recrues de septembre, c'est maintenant qu'il faut anticiper le sujet. Et Workelo est là pour vous aider. Donc, si besoin, on vous propose un outil clé en main pour gérer vraiment toutes les étapes de l'onboarding. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez tester Workelo. Je mets le lien dans le chat. Qui est une plateforme très simple qui vous permet à la fois d'offrir une très belle expérience aux recrues et de simplifier la vie des RH et des managers. Vous pouvez, on travaille avec des centaines de clients de tout secteur. Donc, on peut vous accompagner sur vraiment les challenges des différents métiers. Sur tout type d'entreprise. On a eu la question start-up ou entreprise un peu plus grosse. On a cette expérience sur les types d'entreprises qui vont du grand groupe à la PME en passant par le pays. Donc, si vous souhaitez encore une fois tester un parcours, vous pouvez flasher ce QR code qui s'affiche à l'écran ou suivre le lien qui est dans le chat. Écoutez, l'événement touche à sa fin pour ce premier atelier. Merci beaucoup pour votre participation. Vous recevrez le replay très vite. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes de cette série d'ateliers. Je vous souhaite une très bonne journée et merci aussi à Lara. Merci, au revoir. Au revoir.